Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. La colonne vertébrale joue un rôle de soutien, mais elle présente aussi une mobilité. Ce chapitre est consacré aux structures anatomiques impliquées dans cette mobilité. Voyons en introduction la constitution du segment mobile. Le segment mobile est constitué de deux parties. Une première partie qui va être ventrale et qui est satellite du corps vertébral et qui va être constituée essentiellement par le disque intervertébral. La deuxième partie va être satellite de l'arc vertébral et va être constituée de différents compartiments. Le compartiment le plus ventral, qui est mobile, va correspondre à l'espace entre deux pédicules, c'est le foramen intervertébral. Il n'existe pas de structure ligamentaire entre les deux pédicules, donc ce segment participe à la mobilité. En arrière, nous allons retrouver les icapophyses, donc une structure articulaire où les deux vertèbres vont être en contact, mais un contact mobile. Plus en arrière, on retrouve les lames qui vont être connectées par une structure ligamentaire fibreuse que nous connaissons, que nous avons appelé le ligament jaune. En arrière, entre les processus épineux sur la ligne médiane, va exister aussi des structures ligamentaires mobiles. Et enfin, non représentées sur ce schéma, nous le verrons plus tard, entre les processus transverses, des structures ligamentaires. Les articulations qui unissent les vertèbres entre elles sont toutes identiques, sauf au niveau de C1, C2 comme nous l'avons vu, et sauf au niveau du sacrum coccyx. Ces articulations participent toutes à la posture et au mouvement du corps. La hauteur totale des disques correspond à 25% de la hauteur vertébrale. Étudions le segment mobile satellite du corps vertébral. La première structure représentée ici est la plus importante de par son volume, correspond aux disques intervertébraux. À la face ventrale des corps vertébraux et des disques intervertébraux se trouve le ligament longitudinal ventral. Ce ligament est plaqué à la face ventrale de la colonne, corps vertébraux et disques compris. Son insertion crâniale se situe au niveau de l'os occipital, c'est-à-dire sur le crâne. Sa terminaison, ou son extrémité caudale, se trouve à la face ventrale de la deuxième vertèbre sacrale. Le ligament longitudinal dorsal, quant à lui, se trouve dans le canal vertébral. Il a pour origine l'os occipital et il va s'insérer essentiellement à la face dorsale des disques, mais va laisser un espace libre à la face postérieure des corps vertébraux dans lequel vont circuler les veines basivertébrales. Le ligament longitudinal dorsal a pour origine l'os occipital et a pour terminaison la face postérieure du corps de S5. Intéressons-nous maintenant sur cette diapo à la portion du segment mobile située entre les arcs vertébraux. Il existe entre chaque vertèbre un foramen intervertébral. Ce foramen intervertébral correspond à l'union de deux incisures. C'est par ce foramen intervertébral ou trou intervertébral que va émerger les nerfs spinaux. Il existe associé à ces nerfs spinaux du tissu adipeux et ces éléments-là ne vont pas intervenir dans la mobilité intervertébrale. En revanche, le ligament supraépineux, qui correspond à la structure la plus caudale et qui s'insère d'un processus épineux à l'autre, ainsi que sur le ligament interépineux, que l'on va voir tout de suite, va lui jouer un rôle important dans le contrôle de la mobilité intervertébrale. Ce ligament supraépineux a pour origine au niveau crânial le processus épineux de C2, la deuxième vertèbre cervicale, et se termine sur la crête médiane du sacrum à la partie la plus caudale.
Associés à ce ligament supraépineux, les articulations zygapophysaires, qui vont jouer un rôle important dans la mobilité intervertébrale. Il s'agit de véritables articulations avec un manchon fibreux, une synoviale et deux surfaces articulaires en contact. Plus en arrière, entre les lames, existe ce que l'on appelle le ligament interlamaire ou ligament jaune. Sur la ligne médiane, entre les processus épineux, se trouve enfin le ligament interépineux. Tous ces éléments vont donc jouer un rôle important dans le contrôle de la mobilité entre deux vertèbres successives. N'est pas représenté sur ce schéma le ligament intertransversaire qui va donc s'insérer d'un processus transverse à l'autre. Voyons plus en détail l'anatomie du disque intervertébral. Nous allons pour cela réaliser une coupe médio-sagittale de deux vertèbres lombaires et étudier ce que l'on appelle le complexe corporéo-discal. Nous remettons en place les ligaments longitudinaux avec le ligament longitudinal ventral à la face ventrale des corps vertébraux et le ligament longitudinal dorsal à la face dorsale des vertèbres dans le canal vertébral. On place ce qu'on appelle le cartilage hyalin qui va se situer à la face caudale ou crâniale du corps vertébral et qui va être le site d'insertion du noyau. Le noyau est constitué d'un centre que l'on nomme le nucleus pulposus ou noyau pulpeux. Il s'agit d'une substance gélatineuse qui est molle et qui contient 70 à 80% d'eau. Sa densité, et donc sa hauteur, réduit avec l'âge. Il est intéressant aussi de constater qu'au cours de la journée, après une station debout prolongée, le nucleus pulposus va se vider en partie de son contenu hydrique et on va donc perdre quelques centimètres sur la journée. Au cours de la nuit, en position allongée, les corps vont se réhydrater et reprendre leur hauteur physiologique. Est donc représenté ici le nucleus pulposus. Autour du nucleus pulposus, nous avons une structure fibreuse appelée annulus fibrosus. Il est important de constater que le nucleus pulposus est légèrement décalé en arrière et ne se situe pas exactement au centre des corps vertébraux. Voyons plus en détail maintenant le disque intervertébral. C'est représenté ici sous la forme d'un schéma sur une vue postéro-latéro-crâniale. Mettons en place tout d'abord au milieu du disque le nucleus pulposus. L'annulus fibrosus, qui va entourer le nucleus pulposus, est constitué d'une succession de couches concentriques de fibres croisées, telle l'anatomie d'un oignon. Cette organisation fibreuse permet une résistance importante dans les différentes directions de l'espace qui vont solliciter le disque dans les mouvements qui vont impliquer la colonne vertébrale. Cette organisation fibreuse peut expliquer aussi certains processus pathologiques, comme par exemple les hernies discales, qui sont une protrusion du nucleus pulposus à travers l'annulus fibrosus, avec une dissection des fibres et une extériorisation du nucleus pulposus. En termes anatomiques, il est important de connaître l'épaisseur des disques, ou du moins d'en connaître l'ordre de grandeur. Au niveau cervical, au niveau de ces deux, le disque mesure en hauteur 6 mm. Au niveau thoracique, ce disque a une hauteur de 4 mm. Et au niveau lombaire, les disques ont en moyenne une hauteur de 12 mm.
Voyons plus en détail l'anatomie du ligament longitudinal ventral. Ici est représenté donc le corps vertébral. Les pédicules ont été sectionnés, c'est le pédicule gauche qui est visible ici. On repère en vert le disque intervertébral. Et donc à la face ventrale, mais aussi ventrolatéral, va se plaquer le ligament longitudinal avec une insertion étroite sur l'os, sur les corps vertébraux, mais aussi sur le disque intervertébral. Le ligament longitudinal ventral. Le ligament longitudinal dorsal, quant à lui, a une organisation légèrement plus complexe. Nous avons ici 3 vertèbres et nous sommes situés dans le canal vertébral. Les pédicules ont été sectionnés. Ici, c'est le pédicule droit qui est fléché. On peut mettre ainsi en place 2 disques intervertébraux et le ligament longitudinal dorsal. Le ligament longitudinal dorsal est constitué de plusieurs contingents de fibres. Le premier contingent de fibres sont des fibres directes qui ont une orientation longitudinale, c'est-à-dire verticale. Associées à ces fibres, nous avons des fibres qui ont une orientation oblique qui s'appellent les fibres latérales. Ces fibres directes et ces fibres latérales s'insèrent sur les disques intervertébraux et sur les pourtours des disques intervertébraux sur les vertèbres. En revanche, à la face postérieure des vertèbres, au niveau des pédicules, eh bien, cette insertion ligamentaire ne se fait pas et c'est le lieu de passage de veines basivertébrales qui vont passer donc en avant du ligament longitudinal dorsal et en arrière de la face dorsale des corps vertébraux. Représentons de la même façon, de façon plus schématique, ce que nous venons de voir. Avec un équilibre A et un équilibre B. Le nucleus pulposus est représenté ici en vert, au milieu, et on retrouve les différentes hauteurs, et on constate qu'en compression verticale, le disque perd de l'épaisseur et augmente ses dimensions horizontales. C'est ainsi que nous sommes en volume constant. Nous allons étudier sur les 2 diapos successives l'anatomie de l'articulation zygapophysaire. Nous allons commencer par une vue latérale de 2 vertèbres lombaires avec le corps vertébral sectionné sur la gauche de la diapo. Cette articulation zygapophysaire correspond donc à 2 surfaces articulaires, la surface articulaire caudale de la vertèbre sous-jacente et la surface articulaire crâniale de la vertèbre sous-jacente, et représentée ici en bleu la surface articulaire caudale de la vertèbre sous-jacente. Cette articulation présente un manchon fibreux qui est circulaire et qui va faire le tour des colonnes zygapophysaires. À ce manchon capsulaire est associée une synoviale, l'ensemble formant une capsule permettant les glissements d'une surface articulaire sur l'autre. Si l'on s'intéresse toujours à cette articulation zygapophysaire, mais qu'on s'intéresse cette fois à la face médiale, en se plaçant dans le canal vertébral, on retrouve un manchon fibreux qui va donc entourer l'articulation. Ce manchon donc est donc un manchon circulaire. L'objectif de cette diapositive est de vous présenter la situation anatomique du ligament intertransversaire. Ce ligament intertransversaire est tendu verticalement d'un processus transversaire à l'autre. Sur ce schéma, uniquement le ligament transversaire droit a été représenté.
L'anatomie du ligament jaune. Nous sommes ici dans le canal vertébral et on a une orientation dorsale à partir du canal vertébral. Les pédicules ont été sectionnés de la vertèbre sous-jacente et de la vertèbre sous-jacente. On repère latéralement le contact entre deux vertèbres qui se fait à travers les zygapophyses avec la capsule zygapophysaire. On retrouve sur la vertèbre sous-jacente la lame avec le bord crânial et on retrouve en dessous, sur la vertèbre sous-jacente, la lame qu'on a appelée lame caudale. Le ligament jaune ou ligament interlamaire va s'insérer d'une lame à l'autre. Sur ce schéma, il s'insère de la lame crâniale à la lame caudale. L'insertion crâniale se fait sur la face ventrale et à la partie caudale de la lame crâniale. L'insertion sur la lame caudale se fait à la face dorsale, au bord crânial de la lame. On a ainsi un chevauchement tel les tuiles d'un toit. Le ligament jaune est représenté en deux parties et j'ai représenté ici sur le schéma de façon symbolique un trait sagittal noir qui sépare le ligament jaune gauche du ligament jaune droit. Ligament jaune sur une vue dorsale. Nous avons toujours nos deux vertèbres lombaires. On peut mettre en place les facettes articulaires, la lame crâniale de la vertèbre sous-jacente et la lame caudale de la vertèbre sous-jacente. Comme je viens de le dire à l'instant, le ligament jaune peut être séparé en deux, ligament jaune droit, ligament jaune gauche. Ce qui nous importe ici est représenté en pointillé sur la lame crâniale, c'est l'insertion crâniale de ligament jaune. Vous voyez que l'insertion crâniale du ligament jaune se fait à la face ventrale de la lame. Alors qu'au niveau caudal, l'insertion se fait à la face dorsale de la lame. Il existe plusieurs ligaments annexes au processus épineux et nous allons les voir en détail. Représenté ici en bleu, la facette caudale de la zygapophyse caudale de la vertèbre sous-jacente. On met en place ici, entre les lames, le ligament jaune que l'on vient de voir en détail. Plus en arrière, sur la ligne médiane, entre deux processus épineux, existe ce que l'on appelle le ligament interépineux. Ce ligament interépineux est constitué de plusieurs contingents fibreux. Le premier correspond à un contingent vertical étendu du bord caudal du processus épineux sous-jacent au bord crânial du processus épineux sous-jacent. Ces fibres sont quasiment verticales. Il existe associé des fibres arciformes qui vont être étendues pour leur part horizontalement et former un véritable treillis fibreux entre les deux processus épineux, renforçant ce dernier. Plus en arrière, on retrouve le ligament supraépineux. Ce ligament supraépineux s'insère d'un processus épineux à l'autre, ainsi que sur le ligament interépineux. Que se passe-t-il au niveau de la jonction crânio-vertébrale et quelle est la disposition des structures mobiles à ce niveau? Nous allons tout d'abord placer les structures osseuses que nous connaissons avec la vertèbre C1, C2 et C3. L'autre élément osseux, c'est le crâne, la partie donc caudale du crâne, avec l'os occipital. Nous le verrons plus tard, l'os occipital présente ici donc ce qu'on appelle l'écaille occipitale en arrière et la lame basilaire en avant. Ces deux structures osseuses vont former le foramen magnum qui va être le lieu de passage de la moelle épinière.
Comme structure que nous connaissons, nous pouvons mettre en avant le ligament longitudinal ventral, donc qui s'insère sur la face ventrale des corps vertébraux et des disques intervertébraux et qui a pour origine l'os occipital. On peut placer aussi le ligament longitudinal dorsal, qui est donc situé à la face dorsale des corps vertébraux et des disques intervertébraux. On peut placer le ligament jaune. Ce ligament jaune est donc entre les lames de vertebsus et sous-jacentes. De la même façon, la structure ligamentaire entre C1 et C2, qui va donc unir les lames de C2 à l'arc, à la partie postérieure de l'arc de C1, et se nomme aussi le ligament jaune. On place le ligament interépineux. Ce ligament interépineux entre C3 et C2 a exactement la même anatomie que celle qui a été décrite sur la diapositive précédente. Entre C2 et C1, il existe aussi un ligament interépineux qui vient se fixer sur la ligne médiane à la face dorsale de l'arc vertébral de C1. Le ligament supraépineux, comme on l'a dit, prend naissance au niveau de l'épineuse de C2, et on retrouve une large structure médiale ligamentaire qui se nomme le ligament nucal. Le ligament nucal est constitué de 3 contingents. Un premier contingent va venir s'insérer au niveau de la partie dorsale de l'arc de C1, sur la ligne médiane, juste au-dessus de l'insertion du ligament épineux. Un contingent quasiment vertical va venir s'insérer sur l'os occipital, et un contingent enfin dorsal va venir s'insérer jusqu'à la protubérance occipitale externe. Entre C1 et l'os occipital existe une structure ligamentaire dont l'anatomie est très proche de ligament jaune. Ce ligament se nomme la membrane atlanto-occipitale dorsale. On retrouve entre l'arc antérieur de C1 et l'os occipital, à la partie ventrale, cette même membrane, appelée membrane atlanto-occipitale ventrale. Je place aussi sur ce schéma le ligament transverse de l'atlas que nous avons vu précédemment, et nous voyons ainsi l'ensemble des structures mobiles au niveau de la jonction crânio-vertébrale.